16, page 43, dans lequel nous allons parler de la tyrosine, de son analyse par infrarouge, par spectroscopie infrarouge, et nous allons vérifier une indication sur une étiquette. Alors, pour commencer, cette tyrosine, elle est ici, donc vous la voyez dans l'énoncé. Nous allons analyser son spectre infrarouge qui vous est donné juste au-dessus. Parce que vous voyez que dans la première question, on vous demande de vous fixer sur les bandes qui ont été entourées sur le spectre, on vous les a repérées, pour montrer que ce spectre peut être celui de la tyrosine. Donc vous voyez bien la formulation de la question qui est là. On ne vous demande pas de dire que c'est le spectre de la tyrosine, mais montrer que ça peut être, parce qu'on se rappelle qu'un spectre infrarouge ne peut que montrer des groupes caractéristiques, mais il ne peut pas donner plus d'informations sur la structure de la molécule. Donc on peut simplement dire qu'un spectre infrarouge est compatible avec une molécule, mais pas que forcément c'est celui de la molécule. Passons à l'analyse. Donc on va commencer par ici. Alors on est autour de 1600-1700 cm-1. Pour attribuer ces deux pics fins, on va se fier à ce qu'on nous donne à la fin dans les données. Vous voyez qu'ici, si j'ai deux bandes fortes et fines, alors entre 1610 et 1630, je vais l'attribuer aux liaisons entre l'azote et l'hydrogène. Et ça tombe bien, il y en a dans la molécule, elles sont là. Donc a priori, ces bandes d'absorption proches, donc 1610, je reprends les chiffres que me donnent les données, on va l'attribuer, cette bande d'absorption, aux liaisons NH. Je continue. Ici, on a toute une bande assez large qui vous a été repérée. Le manuel aurait pu vous en prendre un petit peu moins parce que ce qui va nous intéresser, c'est surtout la partie comprise entre 2700 et 2600 cm-1. Cette partie-là, le rabat du manuel vous le dit, c'est attribué aux liaisons entre carbone et hydrogène. Donc là, je ne vous souligne pas parce qu'il y en a beaucoup. Ici, on continue, donc une bande d'absorption qui n'a pas forcément la même allure que celle qu'on a pu rencontrer déjà, mais qui est par contre bien au niveau du nombre d'ondes. On est bien à 3300 cm-1, et ça correspond à la liaison oxygène-hydrogène. Alors, il y en a deux sur cette molécule, celle du groupe carboxyle, alors qui n'est pas tout à fait placée rigoureusement sur celle du groupe hydroxyle, mais leurs nombres d'ondes sont quand même très proches. Et dernière bande d'absorption qui est là, alors on est au-delà des 3300, on est plutôt autour de 3400 cm-1. Et ça, si vous regardez à nouveau les données qui vous sont fournies en bas de texte, on va attribuer cette bande d'absorption à 3400 cm-1 à nouveau aux liaisons azote-hydrogène. Dans la question 2, on vous demande si la solution aqueuse de L-tyrosine est colorée. Donc pour ça, je vais me référer à la spectrophotométrie. Et surtout, on me dit qu'on fait ces analyses spectroscopiques à 280 nanomètres. Ces analyses sont faites à la longueur d'onde d'absorbance maximale. Donc je vois que la molécule absorbe au maximal dans une longueur d'onde qui n'est pas comprise dans le visible. Donc nécessairement, elle n'est pas colorée. Dernière question, donc on va vérifier la cohérence de ce que porte l'étiquette de la L-tyrosine. Donc pour ça, on va exploiter finalement un dosage par étalonnage, car vous voyez qu'ici on vous donne des concentrations de solution étalon, enfin plutôt l'absorbance en fonction de la concentration de solution étalon. Et ici, on vous dit que la solution que l'on a fabriquée en dissolvant une gélule de L-tyrosine dans les 2 litres, on connaît son absorbance ici qui est de 1. Donc là, 2 solutions, vous pouvez établir l'équation de la droite, ce n'est pas un problème, c'est tout à fait faisable. Vous pouvez aussi tracer le graphique. Alors, en ce qui me concerne, je suis partie sur le tracé du graphique. Donc nous avons en rouge la droite d'étalonnage, réalisée avec les 5 solutions étalons de concentration connues. Et on a repéré ici AS, l'absorbance de la solution S, A1. On a utilisé la droite d'étalonnage pour trouver que cette solution S a une concentration en L-tyrosine de 1,4 mmol par litre. Vu qu'on est ici, vous voyez qu'on est gradué en 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc 1,4 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Comment remonter à la masse de L-tyrosine? Eh bien, la concentration molaire, je vais pouvoir sortir la quantité de matière de L-tyrosine présente dans ces 2 litres de solution. Une fois que j'aurai la quantité de matière, je pourrai en déduire la masse de L-tyrosine présente dans les 2 litres d'eau, c'est-à-dire la masse de L-tyrosine contenue dans une gélule.
qu'on réalise les calculs, je vais dire que la quantité de L-tyrosine, donc c'est une quantité de matière, c'est égal à une concentration multipliée par un volume, soit 1,4 fois 10 puissance moins 3 multiplié par les 2 litres, et je trouve que la quantité de matière de L-tyrosine est égale à 2,8 fois 10 puissance moins 3 mol. De cette quantité de matière, je déduis la masse, masse de L-tyrosine. C'est égal donc la quantité de matière de L-tyrosine multipliée par la masse molaire. Alors ça tombe bien, la masse molaire, vous l'avez dans les données. Elle vous est directement calculée, elle est de 181 grammes par mol. Donc je fais l'application numérique et je trouve que la masse de L-tyrosine est donc égale à 2,8 fois 10 puissance moins 3 multiplié par 181, ce qui nous donne, alors en gardant deux chiffres significatifs, 0,51 grammes. Donc a priori dans une gélule, il y a 0,51 g de L-tyrosine. Alors pour finir de vérifier si l'indication est cohérente avec l'étiquette, on va calculer un pourcentage d'écart relatif. Alors la formule de l'écart relatif, vous la trouvez dans le chapitre 0. L'écart relatif, il est égal à la valeur absolue de la masse mesurée moins la masse de référence divisé par la masse de référence. Je fais l'application numérique et ça nous donne donc valeur absolue de 0,51 moins... Alors dans les cachets, il y a 500 mg, ça nous fait 0,5 g, 0,500 hein, pour respecter les chiffres significatifs. Ce qui me donne, et je multiplie ensuite le résultat par 100, ce qui me donne donc 1,4% d'erreur. Alors la conclusion se fait en général par rapport à 5%. On considère que quand on est en dessous de 5%, l'indication est fiable. Donc ici, 1,4 inférieur à 5%. Je pense donc à rajouter une petite phrase de conclusion. L'indication de l'étiquette est cohérente.